Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous à cet AMA Exasolutions sur le Zoom de Blockchain HEC. Donc, je suis David Servet, fondateur et président de Blockchain HEC qui a été créé en 2017. Donc, sa vocation, c'est de partager les connaissances sur l'économie du Web3, la blockchain et la crypto-économie et de connecter les écosystèmes. Nous tenons à remercier nos partenaires HEC Alumni et HEC Paris pour nous permettre de réaliser ces événements. Et enfin, merci également à Cryptosphère pour leur soutien dans l'organisation de ces conférences. Donc, c'est un grand honneur aujourd'hui d'accueillir Exasolutions et notamment Sébastien Demery, qui est directeur général cofondateur d'Exasolutions. Donc, il va nous parler d'Exasolutions et notamment du projet BIZ, qui est un écosystème de digitalisation collective des territoires, déjà effectif dans plusieurs villes de France. Il vise à répondre à l'évolution des modes de consommation avec un focus sur le digi local. Donc, il est important de préciser que depuis l'été dernier, Exasolutions a fait la blockchain un de ses outils majeurs de développement. Donc, nous vous invitons évidemment à régulièrement faire un tour sur notre page LinkedIn et sur le site Internet. Donc, tout y est, notamment tous les replays et les enregistrements. Pardon. Vous aurez les liens dans le chat dans tous les cas. Et nous vous invitons justement à inscrire toutes vos questions dans le chat. Mais en l'occurrence, comme on disait, aujourd'hui, nous serons en petit comité, donc nous pourrons profiter de cette proximité pour parler directement et n'hésitez pas, dès que vous avez une question, à nous interrompre, à lever la main et à intervenir. Donc, en termes de timing, on a 20-25 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Et voilà, donc après cette longue introduction, je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet. Donc, pour vous présenter en deux mots Sébastien. Donc, Sébastien Demery, il a créé une agence de communication à Aix-en-Provence. Il est engagé dans le monde de l'audiovisuel en France et à l'étranger. Il est musicien, actif dans le monde associatif pour changer le monde. Et en 2017, il fonde l'Exasolutions avec Benoît Lelevé pour répondre à un challenge ambitieux, mettre la force du numérique au service des villes, des commerces et des usagers pour valoriser l'achat et la relation au local. Je vous souhaite une excellente conférence à tous. Sébastien, la parole est à toi. Merci David, merci Eric pour l'organisation de cette petite conférence assez sympathique et intimiste. Et je trouve ça très agréable parce que ça permettra d'être dans le vif du sujet. Alors moi, je m'appelle Sébastien, j'ai 47 ans, j'habite à Aix-en-Provence par amour. Voilà. L'amour, ça mène partout. Et je suis pas vraiment le technophile de l'histoire, parce qu'en fait, on est deux cofondateurs, comme vous l'avez dit, à Exasolutions en 2017. On a fondé ça avec Benoît Lelevé, qui lui vient du monde du e-commerce, des applications smartphones. Il a bossé pour Darty, la Fnac, dans des applications à haute... des choses assez techniques. Et en fait, on s'est rencontrés parce qu'on était voisins. Et vous savez, dans la vie des fêtes de rencontres. Et on s'est rencontrés, on était voisins d'entreprise et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait à peu près la même vision sur, en fait, demain, qu'est-ce qui va faire qu'on va habiter nos villes mieux et qu'on va donc consommer mieux, qu'on va être en relation mieux. Et c'était en 2016-2017. Alors, ça paraît, c'était avant la crise, avant le drame, comme on peut dire. Ça paraît il y a longtemps, mais en fait, c'était un moment où on commençait à être de plus en plus... les stratégies pour nous faire consommer via nos smartphones devenaient de plus en plus prégnantes et on s'est rendu compte qu'il y a un moment où en fait, il manquait quelque chose d'assez fondamental dans notre rapport au monde qui nous entourait. Vu qu'on allait chercher de l'information sur Google, sur les réseaux sociaux, on avait quelques villes qui s'équipaient de sites Internet et quelques applications, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose pour tout ce qui était dans la proximité. Et le challenge de la proximité, c'est le vrai challenge de la qualité de vie et de la qualité de la vie, de nos vies à nous, de celle de nos enfants. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à l'époque, pour la petite histoire, on bossait avec, moi j'accueillais dans mon agence de communication le salarié de l'association des commerçants locales qui était sur des fichiers Excel toute la journée et dont le rôle était d'animer cette petite communauté de commerçants qui étaient tous individuels, tous dans leur magasin et qui se faisaient écraser déjà de plus en plus par Amazon, par le e-commerce et qui étaient complètement désemparés. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose. Et là, on a regardé ce qui existait, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose d'intéressant et qu'il y avait il y avait un challenge à relever pour mettre dans nos poches des outils qui soient révélateurs, qui révèlent le local et qui nous relient au local sans forcément passer par les GAFA. Alors, vous allez dire, c'est un combat, le combat de David et Goliath, mais pas vraiment, en fait, parce que je pense qu'il y a une complémentarité à trouver. Sauf qu'aujourd'hui, pour la faire, cette complémentarité, c'est bien d'avoir des opinions,
mais il faut être des acteurs de la société. Donc, on a fondé Exa Solutions. On a recruté sur un projet de construire des plateformes, donc des applications smartphones avec derrière tout un écosystème qui va permettre aux villes de valoriser tout ce qui est de local. Donc ça, c'est la création d'Exa Solutions. Aujourd'hui, on est 8. Donc, on a 4 développeurs d'un côté et de l'autre côté, une équipe commerciale support parce que l'humain est tout aussi important que le numérique, évidemment. On parle, nous, nos clients, nos prospects sont des villes, des collectivités. Alors, on peut imaginer que ces 2 dernières années, ça a été compliqué. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais quand on a en face de nous des personnes qui sont en télétravail, mais qui n'ont ni téléphone professionnel, ni ordinateur professionnel, c'est très compliqué de faire avancer les projets. Et dans les villes, même si on s'est rendu compte, il y a une prise de conscience quand même globale qu'il fallait accompagner cette transition numérique, ça ne veut pas forcément dire que les projets ont grandi aussi vite qu'on l'aurait voulu. Aujourd'hui, on travaille avec une douzaine de villes. C'est-à-dire qu'on a commencé dans la région sud où on est aujourd'hui, c'est le plus simple, quoique la région sud n'est pas toujours la plus simple. Et là, on remonte, on a signé avec des villes comme Sceaux, comme Val-de-Reuil, Saint-Amand-les-Eaux, on a Aix-en-Provence dans notre portefeuille. Voilà, donc chaque ville est différente. Là, on vient de signer avec la ville d'Agde, vous connaissez tous le Cap d'Agde, avec la ville d'Arles, Tarascon. Enfin voilà, on est dans une vision géographique parce que notre modèle, en fait, il est de proposer aux villes donc cet outil qu'elles vont maîtriser. Donc, on leur donne la maîtrise des données locales pour qu'elles puissent mettre en valeur ce qu'il y a de bien autour d'elles et qu'elles offrent aux commerçants, artisans, entreprises, associations, une plateforme de communication où ils vont tous communiquer ensemble. Après, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, là-dedans, nous, on va construire des outils d'engagement. Et c'est là où finalement on a ce projet blockchain qui vient s'inscrire au centre, au cœur de ce qu'on fait, parce qu'on s'est rendu compte, alors l'expérience qu'on a, elle est pas très ancienne, 2017, mais on a déjà quelques années d'expérience et de choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc notre V1 qu'on a fait, vous savez ce que c'est, on vous demande, on vous crée une entreprise, on vous dit, montrez-nous que vous savez travailler, montrez-nous que vous savez faire ce que vous dites que vous savez faire, faites un POC. Donc on a fait un POC et ce POC, on l'a un peu développé. Et là, on sort le mois prochain la V2. Donc, on y a travaillé pendant 1 an et demi. Et dans cette V2, il y a un outil de fidélité dont les transactions, vous allez voir avec un petit tampon, je vais vous montrer comment ça fonctionne, un tampon électronique qui va tamponner les smartphones. Je crée de l'attente là, qui va permettre, et ces transactions vont être validées dans la blockchain pour permettre aux villes une vraie, d'avoir des transactions. Vous savez ce que c'est que la blockchain, donc ce n'est pas à vous que je vais le dire, mais une sécurité des transactions, une transparence qui permet d'avoir un outil où finalement, au lieu d'avoir une monnaie locale portée par une association locale qui sera imprimée sur des petits papiers, on va se servir de la blockchain qui est ce qu'il y a de plus universel comme manière de valider les transactions pour mettre en valeur les offres locales. Donc, je vais vous montrer ensuite comment ça marche. Donc, ça, c'est Exa Solutions. On est donc 2 cofondateurs. Ouais, Sébastien, n'hésite pas à même, à considérer qu'on est totalement néophyte. D'accord. C'est parfait. Et je vais peut-être commencer par vous montrer pour qu'on soit dans le visuel, parce que souvent c'est le visuel les images parlent plus que les mots, comme disait je ne sais plus qui. Donc je vous propose, je vais partager mon écran et je vais partager l'écran de mon téléphone. Enfin c'est bon, c'est un téléphone de démo parce qu'on est encore en mode démo que je vais partager directement et vous allez le voir, il est branché. Alors, j'espère que ça va marcher, parce que parfois ça ne marche pas, mais on a testé avant. Normalement, vous voyez maintenant mon téléphone. Ouais. Enfin, un vieux téléphone, c'est pas... mais bon, il vaut ce qu'il vaut. Donc, sur ce téléphone, on a le prototype de l'application qui va être déployé sur Aix-en-Provence, de la prochaine version de l'application, qui ressemble, et vous allez voir, il y a 3 innovations en fait, qui nous intéressent aujourd'hui, que je vais vous présenter, qui sont dans cette application. Il y en a une qui n'est pas une innovation, mais qui est une manière d'utiliser l'innovation des autres pour le local. En fait, aujourd'hui, on propose aux villes de créer leur réseau local. Le réseau pas social, mais réseau local. C'est-à-dire qu'on connaît tous cette manière de se balader dans une application où on va slider de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Bon, ce n'est pas Tinder, mais ça fonctionne comme Facebook, comme Instagram. Donc, au lieu de faire une application pour la ville avec des gros boutons où on va choisir en cliquant 12 fois, on va pouvoir afficher sur un fil d'infos infini tout ce qu'il y a autour de soi, avec des algorithmes d'affichage qui seront basés sur la proximité en premier, et ensuite sur, vous allez voir, on va faire du ciblage intelligent dans une deuxième étape. Donc là, je suis sur un mur d'information qui est local et qui permet de se balader, en fait, de flâner dans la ville et de voir ce qu'il y a autour de soi. Chaque établissement peut créer sa fiche
on connaît tous Google My Business, c'est à peu près le même modèle, hein. On va pas réinventer la poudre. Donc, chaque établissement s'affiche et peut communiquer, peut diffuser des actualités, des promos. S'il ne diffuse rien, ce n'est pas grave, il existe quand même, on le voit. Et ensuite, on a une manière de présenter ces infos sur un plan, forcément, on va rajouter les parkings, hein, tout ce qui est utile. Quand je me promène dans la ville, on va rajouter des points d'intérêt qui vont pouvoir évoluer aussi, je vais vous montrer après comment. Et ça permet de s'orienter. Donc, la ville elle-même devient un peu, alors c'est le mot qu'on utilise souvent, franchiseur. La ville devient franchiseur de ces établissements qu'elle considère comme des franchisés. Donc, elle porte la marque de la ville et elle dit, nous, on fait la promotion de la marque. Et après, chacun, d'une manière collective, vient se connecter et mettre en valeur ce qu'il fait. Donc, on imagine forcément dans le système, alors c'est basé sur Elasticsearch, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces technologies-là, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout est basé sur, on va pouvoir régler très finement les algorithmes d'affichage avec des métacatégories, des catégories, des sous-catégories qui permettent, par exemple, on va mettre à 11 h du matin, on va afficher plus de restaurants qu'on va en afficher à 14 h. Voilà, on va pouvoir faire évoluer tout ça pour que la pertinence de ce fil d'infos soit la meilleure. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, si on n'est pas pertinent, bon, on n'y retourne pas. C'est tout simple, hein. Ce n'est pas la peine de faire des beaux développements, mais si ce que je vois, non, c'est pardon, je tousse de temps en temps, si ce que je vois ne m'intéresse pas, je ne reviens pas. Donc, on a cette application qui permet aussi de faire, d'afficher les produits, hein, les produits, les cartes des restaurants, enfin tout ce qu'il y a, on peut filtrer, on peut rechercher, enfin, je ne vais pas tout vous montrer, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Une fiche pour la ville, pour le lieu, qui va pouvoir aussi avoir son fil d'actualité. C'est là où ça devient la difficulté et la richesse de ce qu'on propose, c'est ce partenariat public-privé. En fait, on se rend compte que si on met l'usager au centre de notre projet, eh ben, l'usager étant en centre, l'usager il a besoin d'informations qui soient globales et qui dépassent juste le commercial et qui aillent vers la culture, qui aillent vers l'associatif, etc. Donc, on va pouvoir, nous, centraliser toutes ces infos. Mais là où ça devient intéressant, et là où la deuxième innovation qu'on apporte est intéressante, c'est quand on propose aux gens de s'inscrire, ils peuvent déclarer qui ils sont. Alors là, je parle peut-être à des étudiants. Quand on est étudiant, ben, on va pouvoir dire bonjour, moi je suis Aix-en-Provence et je suis étudiant. Alors il faut que ça marche, parce qu'évidemment, la démo, elle ne marche pas toujours, mais c'est normal, parce qu'en mode démo, ça ne marche pas. Donc je suis étudiant, je mets que je suis étudiant, j'informe que j'aime la vie associative, le sport, etc. On s'en fiche. Hop, je m'inscris. Et une fois que je suis inscrit, ce fil d'information, déjà, on fait un premier ciblage, un premier filtrage. Mettons que moi, je suis étudiant, donc forcément, s'il y a une happy hour avec des bières pas très chères dans un bar du centre-ville, ça va pouvoir m'intéresser. Et ben, le bar qui, lui, va diffuser cette info, il dira, moi, je ne veux la diffuser qu'aux étudiants. Et il n'y a que les étudiants qui auront cette info-là sur leur fil d'info, qui sera mise en valeur. Voilà, typiquement. Donc, on apporte aux villes la relation citoyen 2.0. On dit finalement, si moi j'ai des enfants, les menus des cantines, s'ils sont scolarisés, les menus des cantines m'intéressent. S'ils ne sont pas scolarisés ou si je n'ai pas d'enfants, franchement, c'est une info qui ne va faire que polluer mon fil. Donc, je n'en veux pas. Donc, nous, on propose aux villes cette démarche de dire, attention, cette info personnalisée, on va pouvoir l'affiner de plus en plus pour que ce fil d'info soit de plus en plus pertinent. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui fait qu'on va y revenir. Et la troisième chose, c'est là où on va parler un tout petit peu de blockchain quand même, parce qu'on est là pour ça. On s'est rendu compte que dans une ville, si on veut que les gens viennent consommer local, il faut les fidéliser. Les programmes de fidélité, vous savez ce que c'est. On a tous des coupons quand on va faire nos courses. On va à Carrefour, on va à Leclerc, on a droit à des points, ou des points, enfin des réductions, on l'accumule, on les dépense. Donc, on est content, on est fidélisé. Donc, on gagne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a proposé de faire, alors vous allez le voir en direct, c'est de proposer aux commerçants, et pas qu'aux commerçants, mais je vous dirai après comment ça marche, un petit tampon qu'ils vont pouvoir relier à leur console de gestion, qui est basée sur des technologies. Alors, c'est une boîte, c'est une start-up de Vannes qui fait ça. Ils bossent beaucoup avec l'armée, c'est très sécurisé. Il y a du Bluetooth à l'intérieur et ça se connecte. Il y a un lecteur de flash et vous allez voir que le téléphone va flasher. Donc, on va proposer aux gens de valider des passages. Mettons que moi, je suis un commerçant, j'ai ce petit tampon à côté de ma caisse. L'utilisateur passe, il sort son téléphone, il fait tamponner. Hop, je tamponne le téléphone en direct. Voilà, là, je l'ai tamponné. C'est validé. Et ensuite, il va. Alors, c'est là où normalement, il y a un petit temps de décalage. On va attendre 2 secondes. Ça va inscrire un point sur la blockchain. Chaque personne a un wallet quand il s'est inscrit. Hein, il a un porte-monnaie virtuel. Et ce point-là, on va pouvoir le valoriser dans un catalogue. Alors, on connaît tous, je ne sais pas si vous avez connu les catalogues des stations BP, ça existe encore, mais je ne sais même pas, où on pouvait aller faire le plein, ensuite avoir des points qu'on échangeait contre
contre des goodies, bah, c'est le principe exactement le même. C'est-à-dire que si, quand je passe faire un achat local, je gagne 10 points, et ben, ces points, je pourrais ensuite les dépenser, aller au cinéma, je pourrais avoir des places de parking, je pourrais, pourquoi pas, rentrer dans un musée, parce que la ville fait une offre en disant bah, le musée, c'est pour 10 points, vous avez une entrée gratuite. Donc, on va pouvoir créer un système de fidélisation. Le système blockchain, ben, il sert à inscrire ses points au moment de la validation. Il sert aussi à inscrire les montants des points qui sont dans les wallets. Et ensuite, il sert à valider la transformation des points et à valider tout le système de catalogue et de dépenses des points. Voilà. Donc, chaque personne a des points de fidélité qu'elle pourra ensuite échanger. Les villes sont super intéressées par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles envisagent, donc la ville d'Aix-en-Provence, typiquement, si vous connaissez Aix, il y a le musée Granier, qui est un musée au centre-ville, qui dit ben, le musée, en tant qu'entité de la ville, va valider, va lui aussi donner des points, qui, eux, auront une valeur dans les commerces du centre-ville. Donc, en fait, ce n'est pas que le commerçant qui donne des points et pour aller consommer. Ces points, ils deviennent vraiment quelque chose qui valorise, alors, pourquoi ça ne répond pas, je ne sais pas, qui valorise l'achat local. L'intérêt de tout ça, c'est de créer non pas une monnaie locale, mais un outil d'échange qui donne une valeur à la visite. Alors, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est une démo, donc ça ne marche pas. Sinon, ce ne serait pas une démo. Donc, en gros, là, je vous ai montré les trois points intéressants. Donc, le petit tampon que vous avez vu tout à l'heure, qui est là, voilà, qui fonctionne tout seul, enfin pas tout seul, hein, il se connecte, et qui est intégré à un outil. Et pourquoi un tampon? Alors, parce que les commerçants savent ce que c'est qu'un tampon, tout le monde connaît. Un tampon, ce n'est pas un flash code, donc on n'a pas besoin d'avoir un smartphone dans la poche et d'aller flasher quelque chose, d'aller scanner quelque chose. Ils peuvent en acheter, ils peuvent en avoir autant qu'ils ont de caisses, donc ce n'est pas lié à une personne qui a un smartphone dans la poche. Et ça permet d'équiper des agents municipaux ou d'équiper même des personnes qui sont nomades. C'est-à-dire que ça peut être dans la rue, un agent municipal qui a besoin de valider, on imagine un concert en plein air, et que la mairie dit vous venez, vous prenez l'application, on valide votre passage. Ces données-là, on va les garder et la ville pourra s'en servir pour en fait, ensuite faire du ciblage, de la promotion ciblée sur des événements qui arriveront plus tard en disant tiens, les 500 personnes qui étaient venues à ce concert de hard rock, peut-être qu'elles vont être intéressées par un autre événement qui sera dans cette même thématique. Tout en étant anonymisé, évidemment, RGPD, tout ce qu'on veut. On ne va pas reconnaître les gens par leur nom et leurs photos. L'intérêt, c'est de créer une monnaie d'échange qui ne soit pas une monnaie, qui ait une valeur de monnaie, 1 euro. Un point n'est pas égal à 1 euro du tout, hein, on n'est pas dans ce domaine-là. On est vraiment dans un outil de récompense alternatif qui pourra évoluer un jour vers une monnaie. Donc, la deuxième étape de ces développements, ce sera les bons d'achat, les chèques cadeaux. On a aussi des villes qui nous demandent de pouvoir gérer les bons alimentaires pour les CCAS. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais en France, certaines familles dans le besoin ont droit à des aides pour aller acheter à manger. Il y a des villes qui nous disent, nous, le smartphone étant quand même l'outil le plus démocratique qui existe, tout le monde en a, même les gens qui vivent dans la rue, on pourrait faire passer, alors via votre système, des bons alimentaires où on dirait, tiens, telle personne a 50 euros à dépenser et on va pouvoir valider dans quel établissement ils auront le droit de les dépenser. Donc, ça donne un contrôle, sans être un contrôle, on n'est pas en Russie, hein, mais ça donne une maîtrise un peu une visibilité des dépenses publiques et de la manière dont ça peut se déployer. Donc, notre innovation, ce qu'on propose, nous, dans ce système, c'est à la ville donc, de pouvoir gérer ces données. C'est d'avoir un système qui soit éthique, c'est-à-dire que les données ne sont pas revendues, elles appartiennent à ceux qui les génèrent. La ville prend une licence pour donner le modèle économique, hein, il est basé là-dessus, c'est la ville qui prend une licence pour avoir l'application à son nom et tout ce qui va avec. On met autour de la table, on met beaucoup d'acteurs du collectivité ou public, donc les chambres consulaires, les agglomérations, tous ceux qui sont actifs sur le terrain. Et là, on est en train de développer pour la ville d'Aix-en-Provence et pour la CCI du Grand Paris des connecteurs pour que leur système de gestion, eux, de données en interne soit relié à l'application, pour que leurs agents sur le terrain puissent s'en servir. Donc, plus on a d'utilisateurs, plus on a d'intérêt, plus la data sera de qualité, plus les données seront de qualité, plus elles seront utilisées et plus on va déployer cet outil de fidélité au sein de ces applications-là, plus on sait qu'on aura de l'usage qui sera qualifié. On pourra dire oui, il y a de l'usage au jour le jour. On sait que la donnée, elle est de qualité parce qu'elle est mise à jour régulièrement. Et c'est le gros problème aujourd'hui des données locales, et Google a le même problème, c'est que les magasins, les commerces, les artisans, ils ne mettent pas vraiment leurs fiches à jour, les horaires ne sont pas à jour, les informations ne sont pas à jour. Et cette démarche d'aller vers le local en offrant des outils à la collectivité
qui soit adapté aussi pour chaque individu et avec l'usager au centre, elle a du sens. Voilà. Donc, je me tiens je vais me tenir à peu près 18h30, hein, ça veut dire qu'on va arriver à peu près 25 minutes, c'est pas mal. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qu'on a mis en place. On a beaucoup de choses à développer. On est une petite équipe, mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à développer. On est en train de faire une deuxième levée de fonds. On a fait une première levée de fonds en fin 2020. On est en train de la compléter par une deuxième à la même hauteur, à peu près 500 000 €, qui nous permet d'investir et d'avancer un peu plus vite, parce qu'aujourd'hui, ces systèmes-là, même si on n'est que dans 12 villes et que la V1 de l'application est déjà que dans 12 villes, il y en a le double qui attendent au portillon en voyant ce qu'on leur a proposé, et ils disent mais c'est ce qu'il nous faut, parce qu'on parle aussi aux offices du tourisme, on parle aux agences de l'État, on parle à l'ANET, qui est l'Association nationale des élus des territoires touristiques. On parle à beaucoup de gens au niveau du gouvernement. On est dans des think tanks de discussion, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté numérique, c'est un sujet, on n'en a pas beaucoup parlé hier soir pendant le grand débat, mais en fait, si un petit peu quand même. Mais la souveraineté numérique, c'est un sujet de pouvoir et c'est un sujet d'indépendance qui est sur la table pour demain. Et nous, on est persuadés que ce genre d'outil, alors celui-là ou d'autres, hein, mais en tout cas celui-là, il a les prémices de quelque chose qui a du sens pour demain, peut nous redonner peut avoir du sens pour notre pouvoir d'achat, avoir du sens pour notre qualité de vie. Nous, on va aller brancher au fil d'infos culture, on va aller brancher aux infos de mobilité, très importantes, parce qu'aujourd'hui, on se déplace de plus en plus avec on va dire des moyens de déplacement qui sont des moyens collectifs, verts. Mais si on n'a pas l'info, on ne le fait pas. Cette guerre de l'information, elle est très importante. Et aujourd'hui, elle se disperse un peu. Donc, on propose ce travail-là. Voilà. Donc, on est soutenu par la Fondation Tezos dans le développement des outils blockchain. On est très heureux de cette collaboration parce que c'est une blockchain qui, pour nous, a une éthique qui est affirmée, qui est vraie, qui nous convient bien. Eux, ça les intéresse parce que c'est une manière aussi d'arriver avec une utilisation de blockchain sur le terrain des centres-villes, dans la poche des usagers, et qu'il soit, comment dire, une manière assez pédagogique et positive de dire, regardez, la blockchain peut avoir un effet positif au jour le jour, au quotidien, c'est facile à comprendre. C'est très intéressant au niveau politique, parce qu'on parle beaucoup à des politiques, on est très connecté au monde politique, parce qu'on leur offre de la clarté, de la visibilité, on leur offre du reporting, des statistiques, des chiffres. Ils ont besoin de chiffres pour justifier les politiques publiques qui sont mises en œuvre et les évaluer. Voilà, donc je vais m'arrêter de parler parce que je peux parler des heures et vous avez peut-être des questions ou pas, mais si vous n'en avez pas, je vous redirai d'autres choses, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je n'ai pas parlé de tout, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais j'ai essayé, j'espère que j'étais assez clair, j'étais un peu rapide, mais de vous faire un panorama de l'application, de la plateforme, du sens qu'elle peut avoir pour le monde de demain, du rôle de la blockchain à l'intérieur, et son futur, c'est d'être… alors, on ne peut pas le dire comme ça, on ne peut pas être le Google du centre-ville, mais notre vision à nous, c'est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la plateforme devienne une plateforme nationale qui soit valorisée pour cette donnée locale et qui soit connectée aux chambres consulaires, qui soit connectée à des outils de l'État, de l'open data, pour pouvoir ensuite être vraiment dans cet écosystème, j'aime pas dire franco-français, mais on va dire qu'on a tous les talents qu'il faut en Europe, et notre but, c'est d'être là. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Tu m'entends? Vous me voyez peut-être? Ouais. Parce que j'ai des gros problèmes de connexion. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très clair. J'en profite peut-être pour… ça y est, je vous revois tous. Ça remarche. Pour peut-être laisser se présenter en 2 mots les retardataires. En tout cas, il y avait Steven et également Nicolas, je crois, et peut-être d'autres qui sont arrivés. On profite du petit comité là pour justement créer du lien et favoriser les échanges. Donc, n'hésitez pas en 2 secondes si vous voulez vous présenter. Et puis, on enchaîne évidemment avec les questions. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Voilà, je vous en prie. Steven, peut-être, si tu veux commencer. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Steven. Ouais, vous m'entendez parce que j'ai eu un petit problème aussi de connexion avec le micro. Merci pour cette réunion. Si j'ai bien compris, la blockchain qui a été choisie pour ce projet, sur laquelle est backé le programme, c'est Tezos alors.
Ouais, c'est ça. Ok, super. Et les points qui sont collectés par le biais de l'application sont strictement équivalents chez tous les commerçants. Et après, comment ils sont redéfinis en valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y gagne par la suite? Alors, en fait, la valeur, le catalogue, en fait, ça fonctionne grâce à un catalogue de goodies, de récompenses. Ce catalogue, il est créé par la ville, enfin par la ville ou par la fédération des commerçants, enfin par l'entité qui porte le projet. Et nous, on les aide à dire, ben voilà, soit la valorisation, elle est vraiment à la carte. C'est-à-dire que si on décide qu'une heure de parking, ça vaudra 20 points, à partir de cette échelle-là, on va pouvoir dire, bon, ben, on imagine que d'aller dépenser 50 € dans un magasin, ça peut me donner tant de… ça peut être 1 point, 5 points, 10 points. Voilà, tout est… En fait, comme on n'a pas encore déployé aujourd'hui, hein, on est en train de finir de construire l'architecture du catalogue. De toute façon, il y a une grande liberté dans ce que veulent en faire les villes, de ce que peuvent en faire les villes. Il y en a certaines qui vont dire, nous, on inclut la culture. D'autres qui diront, non, c'est que les commerçants qui font leurs petits échanges. Et après, nous, ce qu'on veut éviter, c'est une valorisation qui fasse que 1 point égale 1 euro. Parce que ça, c'est dangereux pour nous, parce que ça veut dire qu'on pourrait requalifier légalement ces points comme une monnaie d'échange. Et ça, c'est un peu interdit quand même aujourd'hui. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est très compliqué. On travaille avec un cabinet d'avocats, ils s'arrachent un peu les cheveux, mais bon, c'est pas grave, c'est leur métier. Mais on a la notion de valorisation des points, pour nous, elle va être spécifique à une ville. Voilà. Même si peut-être qu'à terme, ça va finalement, on aura un modèle qui finira par être le même pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne plaque pas de solution toute faite sur cette valorisation des points. Parce que c'est la même application pour plusieurs villes. Oui, alors c'est le même modèle d'application, mais les programmes de fidélité ont des catalogues complètement autonomes. Okay. Voilà. Même si c'est une bonne remarque. Ça peut, pourquoi pas un jour, parce que si nous, on commence à travailler avec des franchises, on imagine qu'une franchise qui a des magasins dans plusieurs villes de France avec lesquels nous, on travaille, sera intéressée pour avoir une espèce d'équivalence, enfin de stabilité dans ce qu'ils proposent. Et je pense qu'à terme, ça devrait s'équilibrer. Et les tampons qui ont été développés par le biais de la technologie Bluetooth, ils sont pris en charge par la collectivité, par la ville en elle-même, ou alors par les commerçants qui veulent rejoindre le programme en question? Typiquement, pour donner un exemple concret, l'agglomération du pays d'Arles, donc Tarascon, Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer, tout ça, ils veulent en acheter 1000. C'est eux qui les achètent, ils les distribuent. Ça ne veut pas dire qu'après, les commerçants ne pourront pas dire tiens, moi j'en ai besoin de 2 en plus, ou moi j'en ai besoin et ils peuvent les acheter, ils seront vendus dans la grande distribution, chez Darty, il me semble, entre autres. La boîte qui le fait s'appelle Bystamp, vous pourrez regarder. C'est le Bystamp, ils sont basés à Vannes. Pardon. Et ils ont fait une belle levée, là, ils sont en train d'exploser un peu, parce que c'est des technologies qui sont ultra sécurisées, qui permettent de faire beaucoup de choses. En fait, nous, ce qu'on dit souvent en ville, c'est qu'on met à disposition la technologie avec l'outil. Mais ce qui va devenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, même nous, on ne peut pas l'imaginer. Il pourrait y avoir des usages qu'on n'a pas prévus. Mais une fois qu'on met un agent de la ville avec un tampon dans la main, peut-être que les agents du service commerce de la ville d'Aix-en-Provence diront tiens, nous, ça va nous servir à valider nos passages qu'on vient visiter et faire payer la taxe d'utilisation de l'espace public. On ne sait pas du tout. Ça peut devenir un outil utilisé au quotidien par des agents de la ville, tout comme ça peut devenir juste un outil de fidélité où on tamponne un passage, comme une carte, comme on achète une pizza, on a nos 10 pizzas, et puis à la 10e, elle est gratuite. Voilà. Sauf qu'une fois que c'est digitalisé, tout ça, ça permet aux commerçants d'avoir un outil de relation client qu'ils n'avaient pas avant. Donc le pizzaiolo qui dit moi, je vais me servir du tampon pour valider mes pizzas. Au bout de 8 pizzas, on pourra automatiser l'envoi d'un push notif ou d'un SMS pour dire attention, vous avez mangé 8 pizzas, venez en acheter une de plus et vous en aurez une gratuite. On peut très bien imaginer qu'une fois qu'on rentre dans cette dimension de la relation client locale, nous on l'imagine déjà, on est en train de développer des modules complémentaires qu'on va pouvoir vendre aux commerçants. Ça fait partie du modèle économique. Parce que c'est du freemium. Donc, alors oui, justement, le modèle économique, ça peut être la prochaine étape, prochaine question. La transition, sans transition aucune, en fait, nous, on a un système de licence. Donc, chaque ville prend une licence annuelle qui correspond, on va dire, alors, on est dans des coûts qui restent assez pour vous donner une idée des coûts, une ville de jusqu'à 20 000 habitants, elle va payer à peu près 7 ou 8 000 € par an de licence. Donc, ça équivaut à l'hébergement de site Internet. C'est vraiment… parce que ce n'est pas là-dessus que nous, on va faire fortune.
Par contre, dans cette licence, il y a tous les accès illimités pour tout le monde, tous les établissements. Mais comme c'est un modèle freemium, nous, on se réserve le droit d'aller vendre ensuite aux commerçants des outils de prise de rendez-vous, des outils de diffusion sur les réseaux sociaux de leurs informations. On a des partenaires comme Partout, comme Rapidle. On est capable ensuite, vu qu'on est, on est légitimisé par le fait que c'est l'application de la ville, c'est plus facile d'aller voir un commerçant et dire, ben voilà, si vous voulez continuer d'exploiter, d'avoir un coiffeur qui veut faire sa prise de rendez-vous, ben, s'il le fait via l'application, c'est de la data en plus, c'est un service pour lui. Et ça, nous, on peut le facturer 20-30 euros par mois facilement en récurrent. Donc, notre modèle, il est basé sur, sachant que pour la petite histoire, on a tous vécu le Covid, le premier confinement en mars 2020. Nous, jusqu'au 1er mars 2020, on vendait des abonnements communication aux commerçants. On avait un tiers des commerçants inscrits dans notre plateforme qui avaient pris l'abonnement. Et on a tout arrêté au moment du Covid parce que de toute façon, ils étaient fermés et que ça n'avait pas de sens de leur faire payer des abonnements. Donc, on a dit, on passe tout en gratuit et on montera d'un cran quand on sortira de cette crise. Voilà, donc, le modèle économique, alors, c'est le côté un peu intéressant et stratégique, c'est qu'une fois qu'on occupe le territoire, une fois qu'on est choisi par une ville, donc on a une vision géographique, nous sommes le prestataire officiel de la ville, même si c'est de la marque blanche, nous on disparaît, c'est vraiment le nom de la ville. Nous, on est dans un système où on a fait la plus grande partie du travail parce qu'ensuite, on va pouvoir vendre des abonnements aux commerçants en direct. Donc, c'est un système à 2 temps. Le premier temps est très long parce que les villes mettent beaucoup de temps à se décider. C'est politique, c'est un outil d'image. Donc, forcément, ça touche l'image de la ville, ça touche la maîtrise de l'image, de ce qu'on veut en montrer, de ce qu'on veut en faire. Mais une fois qu'on est déployé, on a une espèce de monopole, on va dire, sur cet outil-là. Ouais, pas bête. Intéressant. Non, excellent. Merci pour cette réponse. Après, peut-être qu'on peut continuer avec d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps. Peut-être, même d'ailleurs, Mathis, Steven, tu t'es pas forcément présenté. Si tu veux te dire 2 secondes ce que tu fais, d'où tu viens. Ou sinon, on continue le tour de table. Il y a, je crois, Nicolas également. Et puis ensuite, il y a Mathis. Avec plaisir, juste quelques instants, parce que j'avais participé à quelques réunions, donc HEC Blockchain. Après, par la suite, je n'ai pas pu revenir plus assidûment. Moi, je suis courtier, juste investisseur, courtier en assurance. D'accord. À Paris, dans le 13e. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir lors des prochains événements. Je serai plus assidu. Il n'y a aucun souci. Et déjà, merci de ta présence. Et puis j'espère aussi qu'on aura l'occasion d'organiser des événements physiques. Alors, justement, j'en profite pour la transition avec Nicolas, parce que Nicolas est en fait le créateur de l'association Blockchain HEC de UK, donc, qui est sur Londres. Et donc, il est en fait, il y a une cérémonie d'inauguration, je vais lui laisser en parler, qui va se dérouler notamment, je crois, fin du mois. Et donc, il sera en présentiel. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'événements qui sont en webinar. Donc, c'est très pratique. On a pris ce rythme après le Covid, mais c'est vrai qu'on gagnerait à se retrouver de manière plus régulière et en présentiel sur Paris ou ailleurs. En tout cas, c'est ce que fait Nicolas avec la création de l'association HEC UK Blockchain. La parole est à toi, Nicolas, si tu veux. Oui, bonsoir à tous. Je vais mettre ma vidéo, même si ma bande passante est un petit peu limitée. C'est un petit peu le rush hour ici, avec les calls un peu dans tous les sens, dans toute la maison, parce que même si la fin du Covid au UK s'est annoncée depuis belle lurette, avec plus de masques, plus rien. Merci Boris Johnson. En fait, on n'est jamais retourné vraiment à 5 jours tout le temps sur un mode au bureau. Donc, je travaille depuis la maison encore une fois. Donc, merci David pour l'intro. Donc, en effet, on va bientôt lancer l'antenne, on va dire UK. De Blockchain HEC. Mon background, c'est de travailler sur des projets digital assets et de DLT de manière générale. Donc, c'est assez générique.
soit DeFi, mais aussi plutôt amener les TradFi à embrasser, on va dire, cette nouvelle technologie. Et donc, première inauguration, en effet, de ce club au UK la semaine prochaine, en présentiel. On commence par du networking parce que plutôt que faire une conférence, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin, après ces 2 ans, travailler beaucoup plus sur le relationnel et former une communauté avant tout. Et très naturellement, les premières discussions vont aboutir avec des conférences et notamment des intervenants. Voilà. Donc, je ne veux pas en dire plus parce que quand même, on a une super présentation avec Sébastien. Mais bon, c'était juste une intro me concernant et concernant le club au UK. Ouais, David? Et si tu as une question, n'hésite pas aussi, il n'y a pas de souci. Ouais, bah écoute, moi je suis assez proche de la techno et notamment et comment de l'infra. Donc ma question concernera donc le choix de Tezos. Maintenant, bon, je connais aussi Tezos et pourquoi d'autres personnes sont parties avec ça. Mais bon, étant donné que Sébastien, tu travailles avec des agglomérations et vu l'aspect sécurité, ça ne m'étonne pas aussi que tu sois passé sur Tezos. Mais si tu peux élaborer un peu plus pour ceux qui sont avec nous. Ouais, eh ben, vous allez voir, c'est la vraie raison, parce qu'il faut donner les vraies raisons des choix dans ce cas-là. C'est qu'en fait, Benoît, qui est donc le cofondateur, a un très bon ami qui bosse chez Equino. Equino, qui est un des prestataires de Nomadic Labs et qui les connaît très bien. Et donc, on s'est peu posé de questions. On a creusé un peu le sujet avec eux directement et puis ça nous est paru évident. Donc, on n'a pas fait un benchmark complet de tout ce qui existait. On est des gens assez intuitifs. Donc, on est parti sur on a eu un très bon ressenti dans les relations humaines. On a regardé un peu ce qu'il y avait derrière. Ça correspond complètement à ce qu'on veut mettre en place. Donc, on est parti avec eux. Voilà, tout simplement. On a analysé un peu quand même, hein, on n'est pas allé n'importe comment, mais la vraie raison, c'est qu'en fait, on connaissait quelqu'un. La vraie raison, c'est le réseau, en fait. C'est toujours, on en revient beaucoup là quand même. Bon, cela dit, si ça avait été une autre blockchain qui avait moins convenu, je pense qu'on serait allé chercher ailleurs. Mais là, je pense qu'on est plutôt bien tombé par rapport à notre projet là-dessus. Et effectivement, après, on a contacté la fondation et la fondation nous soutient. Donc, ils financent une partie du développement. Bon, donc, du coup, tout se met en place dans ce sens-là. Et quand tu dis finance une partie, c'est-à-dire il y a également un soutien, même en termes de ressources, de skills, ouais, de compétences. Oui, alors il y a 2 choses. Ils soutiennent financièrement, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont fait un grant, enfin une subvention. Et en plus, ils nous ont ouvert leur écosystème de lobbying politico, franco, on va dire, c'est français. Et donc, tout ce qui est RP, en fait, relations publiques, on est aussi accompagné par eux. Génial, ok. Parce qu'en fait, ils ont une vraie posture de dire, nous, ils ont validé le projet en disant, en fait, votre projet, il nous intéresse parce qu'il n'y en a pas beaucoup de projets qui qui mettent la blockchain à ce niveau-là d'utilisation dans les villes. C'est encore assez restreint. Et ça les intéresse d'être à cet endroit-là. Donc, ils font tout pour que ça fonctionne aussi. Voilà. Ce n'est pas que la technologie, c'est aussi la stratégie derrière. Complètement. Voilà. Okay. Donc, ma réponse est assez légère au niveau technique, mais c'est la vérité. Et justement, Sébastien, si tu me permets, comment toi et ton équipe ont pu gérer justement vos interlocuteurs qui n'ont pas forcément cette DNA ou cette connaissance de la blockchain, même d'un point de vue technique, hein, sans parler forcément de blockchain, peut-être les ressources sont limitées au niveau des agglomérations, alors peut-être c'est un a priori. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Oui, alors en fait, pour nos prospects, nos interlocuteurs au niveau des villes sont effectivement assez peu dans l'innovation, déjà, de manière assez globale. La collectivité va rarement innover, parce que qui dit innovation dit risque. Donc, comme c'est de l'argent public, comme c'est des gens qui sont élus et qui veulent être surtout réélus, ils n'ont pas envie d'innover et de se planter. Donc, la prise de risque, elle est très légère. L'argument blockchain, pour eux, il est entendu en fait, il faut trouver la bonne personne. Il y a dans les directions des services informatiques numériques, il y a maintenant des directions d'innovation dans les métropoles. On leur parle et eux, ils savent, enfin,
ils savent en gros ce que c'est que la blockchain, même si j'étais la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, en réunion à la métropole d'Aix-Marseille avec leur service de la DSI, avec une consultante soi-disant blockchain qui visiblement connaissait encore moins que moi la blockchain, donc j'étais un peu gêné. Donc en fait, eux, ils font un peu semblant parce qu'on leur demande d'être en innovation, on leur demande d'être présents et de dire attention, il y a des choses qui bougent, il faut y être. Ils ont beaucoup de mal à y être réellement. Donc pour eux, l'argumentaire, nous, on s'en sert assez rarement, hein, on en parle dans nos présentations, mais ce n'est pas parce qu'il y a la blockchain dans notre projet qu'ils vont le choisir. Ça va faire partie d'un écosystème qu'ils veulent mettre en place, mais ce n'est pas ça qui les fait avancer. En fait. Je suis très honnête, hein, je dis les choses comme elles sont. Il ne faut pas croire que la force publique en France soit vraiment drive l'innovation en tant que ça. Hein. Ce qui drive l'innovation, c'est les petites entreprises, c'est les startups qui proposent des choses, qui prennent le risque, qui se plantent parfois, et parfois ça fonctionne. La Startup Nation, on sait que c'est quelque chose c'est assez étrange. Hein. Nous, on s'est frotté à ce milieu-là. C'est surtout un lieu qui sert à faire vivre beaucoup de gens. Il y a peu de gens qui en vivent vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vivent des échecs des autres. Donc, c'est assez étonnant comme milieu. Politiquement, de temps en temps, on retrouve ce vocabulaire. Mais dans les faits, c'est très compliqué parce que il faut être une entreprise stable, il faut être connu depuis 10 ans pour avoir les marchés publics. Les marchés publics, souvent, sont basés sur des analyses de l'existant. Donc, c'est compliqué pour un marché public de dire « nous, on veut de l'innovation ». Ils vont dire « nous, un marché public qui va être construit sur « regardez ce qui se fait ailleurs, on veut faire pareil ». Donc, on a beaucoup de mal, nous, à parfois exister dans ce milieu-là. Donc, ce n'est pas forcément un atout d'être dans ce milieu, d'avoir fait ce choix-là. Hein. À la base, ça ne nous apporte pas forcément une grande ouverture en plus. Voilà. Ça plaît à certains élus qui sont plus ou moins… il y a de temps en temps des universitaires. J'étais en rendez-vous il y a 2 jours avec le vice-président de l'agglomération du pays d'Agde. Il est prof d'université. Lui, il adore ce qu'on fait, il a compris. Ça lui plaît beaucoup la blockchain, mais ce n'est pas ça qu'il va dire à monsieur le maire pour qu'il signe le bon de commande. Voilà, donc c'est un sujet qui est encore un peu timide. Voilà. En termes d'agglomération cible, quelles sont les études que vous avez faites au préalable pour déterminer un peu le niveau le plus bas au niveau du nombre d'habitants, etc. On n'a même pas fait d'études, on s'est planté, donc on a compris. Parce qu'en fait, au début, quand on est une jeune entreprise et qu'il faut faire du chiffre d'affaires, on va frapper à toutes les portes. En fait, il y a 2 villes aujourd'hui qui n'ont pas reconduit leur contrat avec nous. C'est des villes de moins de 5000 habitants. Pourquoi ? Parce que notre plateforme, elle n'est pas adaptée à leur manière de communiquer. Après, moi, j'ai tendance à dire que, vous savez, on a vécu, il y a 20 ans, les villes n'avaient pas de service communication. On va dire il y a un peu plus. Il y a 10 ans, elles n'avaient pas toutes des sites Internet. En 15 ans, je vieillis, mais je ne me rends pas compte. Mais en fait, on se rend compte que des choses qui n'existaient pas avant existent aujourd'hui. La notion d'application smartphone, c'est quelque chose d'assez nouveau pour les villes. Elles ne savent pas ce que c'est. Souvent, elles disent on veut une appli. Mais en fait, elles font qu'un copier-coller de leur site Internet et ça n'a aucun intérêt parce que c'est aussi statique que leur site. Et même si les sites sont très bien faits en responsive, tout va bien. S'ils veulent en faire une appli, si ce n'est pas intéressant tous les jours, ce n'est pas une appli en fait. Et il y a une espèce de… On fait beaucoup de pédagogie avec les élus en expliquant la différence entre une application smartphone, un site Internet, à quoi ça sert, quel est l'usage, quelle est la cible, quelle va être la plus-value pour leur territoire de mettre telle ou telle solution en place. Et franchement, le problème qu'on peut avoir en France, c'est que les élus ne sont pas des spécialistes. Certains savent s'entourer, d'autres pensent qu'ils ont tout compris et parfois, il faut leur expliquer, non, en fait, vous voulez… Par exemple, typiquement, là, on a répondu à un appel d'offres sur une agglomération qui voulait un chatbot pour orienter les gens dans l'agglomération. Moi, je suis complètement contre les chatbots, personnellement, parce que ça me gonfle. Je ne supporte pas. Celui de la SNCF, typiquement, c'est un chatbot, en fait. Hein. Il est on ne veut pas dire le mot, mais il n'est pas génial. Typiquement, un chatbot, c'est un ordinateur qui répond toujours à côté, qui apporte de la frustration. Et nous, dans ce qu'on propose, nous, ça n'a rien à voir avec un chatbot, c'est un moteur de recherche local qui va mettre en valeur les choses, mais qui ne sera pas question-réponse où à chaque fois qu'on va rajouter un mot, la réponse va être à côté, et puis au bout de 3 questions-réponses, on s'en va en disant « mais c'est nul ». Et cette agglomération-là, moi, je les ai appelés en disant « vous savez, ce que vous demandez là, à votre place, je ne le ferai pas ».
Et j'ai quand même répondu à l'appel d'offres et j'ai reçu la réponse donc 1 mois et demi plus tard en me disant « Monsieur, vous n'avez pas été retenu. Voilà les candidats qui ont été retenus. » Et les candidats qui ont été retenus, il y a une boîte locale qui fait du chatbot, donc des copains du maire. Il y a Orange Business Service, parce que c'est un gros truc, Orange Business Service. Et il y a une troisième entité qui est du même genre. Et en fait, on se rend compte que cette innovation-là, en fait, on reste dans un monde très… Quand je parlais de réseau tout à l'heure, hein, le réseau, ça peut être aussi un frein à l'innovation. Ça peut être aussi quelque chose qui amène, qui bloque des choses. Et les personnes à qui j'ai parlé au téléphone dans l'agglomération étaient désolées. Ils ont dit, mais nous, on n'a pas le choix. On sait très bien qui aura cet appel d'offres. Ce sera la petite boîte locale parce que c'est des copains du maire. Parce que c'est eux qui ont soufflé l'idée qu'il fallait mettre un chatbot en place parce que c'est ce qu'ils savent faire. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En même temps, c'est très intéressant. Nous, on croit en ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on pense qu'on apporte quelque chose d'assez nouveau, qui a une plus-value et qui devrait avoir du succès. Et je pense que les retours qu'on a déjà, les erreurs qu'on a faites, parce que c'est important d'admettre aussi que tout n'a pas marché, qu'on s'est pris des claques, que cette notion d'engagement, quand je parle de fidélité, de tampon, c'est né du fait que on s'est rendu compte que ça manquait beaucoup d'engagement, ce qu'on avait fait. Les gens n'étaient pas engagés dans l'application, donc ils ne revenaient pas. Donc, comme ils ne revenaient pas, les commerçants ne s'en servaient pas. Et c'est un cercle vicieux. Et pour transformer ça en cercle vertueux, il faut repenser l'usager, il faut repenser les besoins. Et on a fait ce travail-là pendant le confinement. En fait, ça nous a servi de moment où on s'est recentré sur notre produit. Mais alors justement, par rapport à donc pendant le confinement, il y a eu un pic d'engagement, une plus forte. Alors étonnamment, il y a eu deux choses. Il y a eu une prise de conscience du besoin, du fait que le numérique peut aider les commerces. Il y a l'État qui a décidé, à travers la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, de subventionner des solutions de marketplace principalement. Nous, on n'y a jamais cru. Ça a fait une espèce de concurrence bizarre où chaque ville avait sa petite boîte de com qui disait bon, on va faire un PrestaShop, on va faire le marketplace. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas. C'est le commerce local. Vous savez ce que c'est que du e-commerce, ça n'a rien à voir avec le commerce de proximité. C'est des métiers différents, c'est des manières différentes de vendre, de gérer des envois, des retours, une présence sur Internet. C'est un investissement, c'est un vrai métier. Ils se sont plantés royalement. Il y a eu des centaines de milliers d'euros de dépensés sur ces solutions-là qui ont fait que ralentir en fait, le système. Donc, d'un côté, on devient conscient. De l'autre côté, on pousse des solutions qui ne sont pas adaptées parce qu'elles sont basées sur des technologies d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, et pas des usages d'aujourd'hui. On dit qu'il faut faire comme Amazon pour le centre-ville, mais c'est ridicule. Ça prouve un vrai manque de maturité. Sauf que du coup, beaucoup d'acteurs on dit oulala, il y a de l'argent, donc on va y aller. C'est un peu le problème aussi de ça, des subventions. Donc, il y a eu ça. Et d'un autre côté, nous, on a signé beaucoup de villes en 2020. On a fait x2 2018, 2019, 2020. Tous les ans, on faisait x2. Mais c'est des villes avec lesquelles on discutait depuis 2019. Donc, en 2021, par contre, ça s'est arrêté brusquement pour nous. Parce qu'en fait, on est rentré dans un mode aussi où, je ne sais pas si vous avez vécu ça aussi, mais le premier confinement, on était tous en mode guerrier. Là, on s'est retrouvés bloqués chez nous. On a dit, bon, c'est la guerre. On va se battre, on va bosser. On a tous bossé comme des fous. On a tous fait des burn-out ou presque. Après, on en est ressorti. Et le deuxième confinement, on était blasés. On a dit, bon, c'est bon, on en a marre, on ne fait plus rien, on reste chez nous. Ceux qui ont leur salaire à rien faire, ils ne font rien. Les autres, ils attendent un peu, on fait du télétravail plus ou moins. Et il y a une espèce de lassitude qu'a fait, en fait, entre le premier confinement et les autres, il s'est quand même passé au niveau social en France quelque chose d'assez fort sur cette inertie. Ça a créé une inertie dont on sort à peine, ça prend du temps. On a eu des élections municipales au milieu, certaines ont été décalées. Il y a certains élus qui ne se sont pas rencontrés pendant 1 an. Ils ne se sont même pas rencontrés entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il y a des directions dans des mairies où les gens ont disparu. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le service communication de la mairie d'Aix-en-Provence qui m'a dit, nous, on est 12 normalement. Et il m'a dit, le directeur m'a dit, maintenant, on n'est plus que 6. Les 6 autres, je ne les vois plus, je ne sais pas où ils sont. Ils sont censés être en télétravail, ils sont un peu malades, on ne sait pas. On ne sait pas où ils sont. De toute façon, ils sont tous fonctionnaires, ils s'en foutent. Donc, ils ne sont pas là. Mais il me dit, moi, j'ai une demi-équipe et il y a des gens qui arrêtent, qui s'en vont. Donc, nous, en fait, nos interlocuteurs en face, il y a une prise de conscience du numérique, des solutions pas toujours adaptées, un décalage dans les prises de décision, mais c'est en train de revenir cette année. Cette année, c'est de la relance, c'est le plan de relance. C'est en train de bouger, de se remettre en œuvre. Voilà. Et nous, on espère que ça va permettre de faire des choses efficaces qui feront du bien au local. C'est comme le but. Le but, c'est pas que nous, on grandisse en tant qu'entreprise. Le but, c'est que la mission de notre entreprise serve la société. Et si elle le fait, elle grandira. Voilà. C'est aussi une vision de l'engagement et de
de l'entrepreneuriat qui dit attention, on n'est pas là, oui, s'enrichir, tant mieux si on le fait un peu, tant mieux, mais si ce qu'on propose n'a pas de sens pour la société, déjà, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, moi, je ne veux pas arriver à la retraite en disant ben, tu as fait un truc juste pour toi et tu t'es bien enrichi sur le dos des gens. Pas du tout, ce n'est pas ça l'idée. Et juste pour comprendre, dans la démarche, tu as parlé beaucoup effectivement des mairies, des fonctionnaires. Est-ce que, quels sont les personas? Je sais pas, tu parles aussi, tu as une analyse assez fine au niveau psychologique, au niveau Ouais. social et psychologique. Et du coup, c'est quoi les personas? Dans les mairies? Alors, en fait, on trouve différents types de caractères en face de nous, hein, que nous, on analyse avec notre force commerciale. Feedback. Enfin, c'est feedback. Ah, attends, ça a coupé là, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu la fin. Ah mince. Ouais, non, tout simplement. Donc, quels sont les différents personas que vous analysez, qui sont importants, on va dire, les trois premiers personas, et qui vous permettent de faire évoluer l'app et dans leur usage et leur feedback? Alors, en fait, on parle à 3 types de personnes différentes qui sont à des niveaux différents. Il y a les gens qui sont sur le terrain. Hein, il y a les agents de terrain qui, eux, ont besoin d'outils pour faire leur travail, mais il ne faut surtout pas leur mettre une solution dans les mains qui va leur demander du temps. Voilà. Si on leur dit, voilà, tu as un nouvel outil, il te faut du temps pour travailler dessus, ils disent, non, non, attends, on n'a pas le temps, on a déjà assez de choses à faire. Donc là, tu as un blocage toute seule. Mais par contre, si tu offres un outil qui leur permet de gagner du temps, ils s'en servent, ils sont contents. Donc ça, les premières personnes qui ont travaillé sont des gens de terrain. Ensuite, au-dessus d'eux, on va avoir des directions. Les directeurs dans les mairies, les directeurs de services, sont des gens qui pensent à leur carrière, qui ont besoin de justifier auprès de leurs élus qu'ils font des choses et de montrer qu'ils gèrent bien leur service. Voilà. Donc souvent, ils ont des profils de gens qui cherchent la sécurité, mais en même temps, ça peut être des gens passionnés par leur sujet. Hein, il y en a quand même, et des gens très intelligents et très fins. Eux, c'est des partenaires pour nous. C'est des gens avec qui on va parler stratégie, avec qui on va parler… voilà. Ensuite, il y a les élus qui sont au-dessus. Alors là, c'est un monde un peu à part qu'il faut connaître, qui est un monde où chacun pense un peu à sa carrière quand même. Et chacun, et là, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on est les collectivités sont assez cloisonnées, c'est-à-dire qu'on a un service économique qui s'occupe de l'économie, un service culture qui s'occupe de la culture, un service emploi de l'emploi, un service jeunesse de la jeunesse, et quand on leur demande de travailler ensemble, eh ben, ils ont du mal. Parce que ils ont des égos aussi, enfin comme nous, hein, on a tous un égo, mais ils n'ont pas forcément envie de travailler ensemble. Et tant que ça ne remonte pas au niveau du maire ou de la maire, qui va donner un ordre ou une vision qui va ensuite redescendre, eh ben, les projets ne se font pas. Moi, typiquement, j'étais en rendez-vous donc, avec l'agglomération d'Arles il y a 3 semaines pour travailler sur le projet avec eux, avec Patrick de Carolis, vous connaissez peut-être, c'est l'ancien patron de France Télévisions, qui est aujourd'hui maire d'Arles. Lui, on analyse sa persona, c'est un type, il veut briller, il veut être vu comme l'Arlésien typique, etc. Il a un très grand réseau, il connaît beaucoup de gens. Par contre, la technologie, ça ne l'intéresse pas, mais si ça lui sert à quelque chose, il va le faire. Donc, en fait, il faut toujours se poser la question, en face de moi, j'ai quelqu'un, en quoi ce que je fais va servir ce qu'il veut mettre en place. Voilà. Mais ça se fait un peu partout, ça. Hein. C'est une règle commerciale. Donc, les personas, on aura des décisionnaires, on aura des gens qui seront indécis, on aura ceux qui seront à la sécurité, on sera ceux qui seront dans la séduction. Et ça sera plutôt les payeurs et les décideurs, on va dire. Les décideurs, c'est les élus, en fait. C'est ça. Ouais. Ce ne sera pas forcément l'utilisateur direct, citoyen. Non. C'est ça. Les personnes influentes à qui l'app doit séduire, c'est effectivement oui. finalement. Par contre, ces élus, nous, on leur fait des retours statistiques, et si les statistiques montrent que ça ne marche pas, ils vont se plaindre. D'accord. Et Okay. j'ai oublié de vous noter une chose importante, c'est que nous, quand on déploie une application en marque blanche, c'est la ville qui en fait la publicité, ce n'est pas nous. Donc, si la ville en fait beaucoup de communication, ça marche, c'est normal. Si elle arrête de faire de la communication, ça s'arrête. Nous, on donne souvent l'exemple, hein, Coca-Cola, McDo, c'est des boîtes, c'est des marques qu'on connaît tous. Par contre, ils communiquent tout le temps. Ils ont des budgets communication, publicité énormes. Nous, on explique aux villes, on leur dit, mais si vous voulez être un franchiseur de vos franchisés, de vos commerçants, artisans, etc., il faut que vous vous comportiez, il faut que vous ayez un plan marketing, un plan de communication, etc. Et ça, parfois, ils sont un peu loin de ça. Voilà. D'accord. Et du coup, vous les aiguillez sur justement, parce qu'il y a quand même cette croissance d'utilisation, d'adoption, qui a géré avec j'imagine, du community management un petit peu.
aussi, à travers du digital marketing. Est-ce que c'est quelque chose que vous accompagnez Oui, alors nous, on est beaucoup sur le terrain, sachant qu'on propose, quand je parlais au début de réseau local, c'est qu'en fait, ce n'est pas un réseau où les gens pourront communiquer entre eux, hein. C'est vraiment des professionnels qui peuvent diffuser leurs informations. Il y a un système de like, mais c'est tout. Il ne peut pas y avoir de modération parce que ce n'est pas le rôle de la collectivité et c'est un rôle énorme. On imagine, imaginez hein, le petit commerçant qu'en veut à son voisin parce que depuis 3 générations, il l'embête, ben, ça va être dramatique. Donc, le but, ce n'est pas de donner un lieu de communication collective, mais vraiment d'information pour l'usager. Donc, tout ce qui est community management sera plutôt du community management des artisans et commerçants. Ah oui, et ça, c'est d'accord. partagé par la ville, les chambres consulaires, les agglos, ils ont tous des missions différentes. Et puis, en plus, chacun a ses missions. Donc, si on ne rentre pas dans les bonnes missions, ils disent non, mais ce n'est pas nous. Là, c'est un peu compliqué, mais ça marche. Et du coup, ça peut cibler des villes, je reviens un peu sur la question aussi de Nicolas, des villes de combien à combien d'habitants? Alors nous, aujourd'hui, la ville la plus grosse avec laquelle on s'est engagé, c'est Aix-en-Provence, il y a 150 000 habitants. Sachant que à partir de 10 000, on va dire, ça a du sens, parce qu'ils ont une vraie force de frappe. Et ensuite, nous, on s'adresse très vite aux agglomérations, parce qu'en fait, on se rend compte, vous et moi, on n'habite pas tous dans des grandes villes, souvent on est en périphérie. Et les gens des périphéries, ils n'ont pas besoin… Par exemple, je donne l'exemple d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il y a 36 communes dans le pays d'Aix-en-Provence. Il y a Aix au milieu, et tout autour, il y a des petites communes. La plupart des gens qui travaillent à Aix-en-Provence habitent dans les communes limitrophes. On ne va pas faire 36 applications, ça n'a aucun sens. Il faut une application qui soit globale et qui permet d'avoir toute l'information locale. Donc, on propose aux agglomérations, tout comme c'est ce qu'on fait à Arles et à Agde, d'avoir d'abord une stratégie avec une première ville, la mise en place de l'outil. Ensuite, le périmètre géographique va s'étendre et la personne, par exemple avec l'agglo d'Arles, l'exemple est assez concret. Il y a les villes les plus connues, c'est Arles, Tarascon et les Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y en a 3 grandes villes. Elles vont avoir chacune leur application, mais la base de données va être partagée. Donc, c'est la même base de données pour toutes. Et selon là où je me trouve, vu que tout est géolocalisé, j'aurai les informations de la ville la plus proche. Donc, si je suis habitant à Arles et que je vais travailler à Tarascon, ou si je suis en vacances au Sainte-Marie-de-la-Mer et que je vais faire un week-end à Arles, je n'aurai pas besoin de télécharger une deuxième application. J'aurai toute l'info dont j'ai besoin dans cette application qui sera au nom de la ville, de ma ville de cœur, qui sera au nom de ma ville d'attache. Voilà. Et ça, c'est une vision… aujourd'hui, on n'a pas de marque. Alors, Biz, c'est le nom de la solution, hein, on en parlait, mais ce n'est pas une marque qu'on veut pour l'instant globale qui se vende en tant que marque. C'est vraiment de la marque blanche pour l'instant. On n'est pas contre le fait d'un jour nationalement avoir une marque. Mais pour l'instant, c'est vraiment un outil pour les villes. Et pour cet exemple que tu as cité avec les les 3 entités dans la communauté de combien de temps il faut à peu près pour de l'identification du besoin jusqu'au déploiement et l'utilisation? Alors, ça va se faire par étapes, hein, mais on a signé avec Arles il y a 2 ans maintenant. On a signé avec Tarascon il y a 1 an et demi. On est en train de déployer la solution pour toute l'agglomération. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est très long et c'est pour ça qu'on a besoin d'investisseurs aussi, parce qu'on on a un cash flow. Il faut nourrir cette stratégie territoriale qui est très, très avantageuse une fois qu'on a installé, mais qui prend beaucoup de temps à s'installer. Sachant que les villes, plus on a de villes, plus les autres s'engagent facilement, parce que plus elles sont rassurées. Voilà, donc les 10 premières sont longues à avoir. Et une fois que ça fonctionne et qu'on peut montrer que ça fonctionne, donc avec cette V2, ça va un peu transformer les choses, on aura plus de facilité à engager. Ça va réduire un tout petit peu le délai de déploiement. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué. Hein, on a signé avec la ville de Sceaux. La ville de Sceaux, c'est une ville en Île-de-France dont le maire est le président de Centre-Ville en Mouvement. Donc il est aussi secrétaire général de l'AMF, l'Association des maires de France. C'est un influenceur. On sait que si ça marche bien à Sceaux, il y a une commission parlementaire qui va venir visiter d'ailleurs la ville pour voir ce qui s'y passe avec nous. Si ça marche bien, on sait que ça va faire des petits très facilement. Parce qu'en fait, tout le monde attend de voir ce qui se passe ailleurs et copie ce qui fonctionne. Là, c'est un milieu, c'est comme nous, on fait pareil. Hein. On veut des avis favorables pour aller dans un restaurant. Ben, les villes, c'est pareil, elles veulent des avis favorables pour s'équiper de différentes solutions. Je reviens sur une… Pardon. Vas-y, Nicolas. Oui, tu as mentionné des belles villes du Sud, chères aussi à mon cœur, même si Sceaux, j'ai rien contre Sceaux, mais je préfère plutôt Aix-en-Provence. Comment tu vois l'utilisation de ces apps par justement tous les touristes qui peuvent être qui peuvent voyager dans ces villes?
Alors, en fait, dans le plan de relance du tourisme cette année qui est présenté en France par le gouvernement, il y a un recentrage du tourisme local. Donc, on s'éloigne du tourisme de masse qui vient de l'étranger, à cause du Covid, hein, très précisément, et on valorise ce tourisme qui demande à se déplacer un peu moins et qui est du tourisme de qualité où finalement, on va parler, c'est un peu les Français parlent aux Français, et on considère que le touriste n'est plus seulement la personne. Alors, normalement, la définition du tourisme, c'est une personne qui vient et qui passe une nuit quelque part. C'est un touriste, une nuitée. Mais ça, c'est en train de changer. Le touriste, la vision du tourisme est en train de changer vers quelque chose de beaucoup plus holistique, donc qui prend en compte moi-même, le week-end à Aix-en-Provence, je peux avoir une posture de touriste parce que je vais aller chercher de la culture, je vais aller chercher aller visiter un monument, Plus etc. comportemental, si tu veux. Ouais, c'est comportemental et en fait, ça, c'est en train d'évoluer énormément. Nous, on est en train de devenir partenaire donc, de différentes entités touristiques, ADN Tourisme, tout ça de l'État, qui comprennent que ce qu'on propose correspond vraiment à cette vision globale. Parce qu'en fait, le tourisme économique, c'est très important. Un touriste, on va lui proposer d'aller consommer ou voir des artisans locaux intéressants. Le touriste, on veut qu'il ait une bonne expérience de la ville et ce ne sont plus que des outils touristiques qui s'adressent à une seule catégorie de personnes. Maintenant, c'est terminé. Ça devient beaucoup plus global. Donc, notre outil à nous, ce qu'on propose là, correspond vraiment à ces politiques-là. On travaille dans toutes les villes où on a commencé à travailler il y a 2, 3 ans, 4 ans. Les offices du tourisme sont venus autour de la table petit à petit. Donc, on est en train de les inclure autour de la table. Et eux, en plus, ils ont deux casquettes. Un office du tourisme, c'est aussi un commerce, en fait. Ils vendent de la prestation. Donc, ils ont besoin d'être sur l'application que la ville met en place pour vendre leurs prestations. Et en même temps, typiquement, par exemple, j'étais il y a quelques semaines à l'office du tourisme de Martigues, qui est une ville du sud près de l'eau. Eux, pour donner un exemple concret, hein, ils vendent un truc qui s'appelle le pass nautique. C'est une petite carte qui donne des réductions dans une quinzaine de propositions de bord de mer, jet ski, location de planche à voile, tout ce qu'on veut. Et ça s'appelle le pass nautique. Eux, ils vendent ça. Ils ont dit, on va arrêter de le vendre en direct, on va se servir du tampon, on va donner un tampon à tous ceux qui proposent ces offres du pass nautique. On va dire aux touristes, téléchargez l'application et mettez le filtre pass nautique. Et vous allez voir toutes les propositions du pass nautique. Et quand vous passez, si vous voulez bénéficier de la réduction de 10%, vous faites tamponner votre téléphone. Donc, on arrive, l'Office du tourisme va dire, nous, du coup, on a un outil flexible, on va pouvoir rajouter des prestataires à la volée, si on en veut. On aura un outil qui nous permettra d'avoir des statistiques en temps réel de l'utilisation vraiment de ce pass tourisme, de ce pass nautique. Et on pourra faire donc du reporting auprès des élus, auprès des entités qui lancent ce genre de choses. Et on pourra même avoir éventuellement des informations sur le chiffre d'affaires généré pour les commerçants. Donc, c'est là où ça devient intéressant de déployer ce genre de solution. Et un touriste qui télécharge l'application juste pour le pass nautique, il va voir les restaurants autour de lui, il va voir les propositions qui seront proposées, les hôtels, il va voir la culture, et donc il sera dans un outil d'information locale qui va le concerner dès le début. Voilà, donc c'est juste pour donner un exemple que le tourisme est une partie prenante. En plus, les offices du tourisme sont, pour nous en tout cas, les meilleurs spécialistes de la donnée locale. Ils ont l'habitude d'être dans le numérique, ils ont des outils. Ils gèrent des bases de données. J'étais avec l'Office du tourisme de la Baule il y a quelques temps. Eux, ils ont une base de données avec 8000 entités dedans, 8000 événements, 8000 établissements. Enfin, ils disent, nous, tout cela, on ne s'en sert pas tant que ça, on ne sait pas trop quoi faire, on les inscrit, ils sont sur notre site Internet, mais en fait, ça ne sert plus une fois qu'on est dans la rue. Et nous, on leur dit, dans la rue, vous aurez l'application. Et vous allez pouvoir suivre les gens là où ils sont et leur proposer une expérience relative à leur localisation et ensuite à leur âge et à leur centre d'intérêt. Donc, on est dans un outil où finalement, on va essayer de mixer tous ces besoins qui sont des besoins de tourisme, d'habitants, d'étudiants, enfin, quelle que soit la persona de l'usager. Et on va pouvoir leur apporter des solutions ciblées, sachant qu'il y a du boulot. Hein, c'est facile à dire, c'est joli quand on en parle comme ça. Mais nous, on y croit. On pense qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau à faire. Quand on voit la multiplication aujourd'hui des outils qui ne marchent pas bien, on investit. On parle à la Corse aussi. Hein. La Corse, c'est une très belle île. Ils ont 10 applications qui ne marchent pas. La seule qui marche, c'est la mobilité, c'est les bus. Le reste, ça ne marche pas. Ils veulent tout mettre au même niveau. Ils réfléchissent au niveau de l'île de Corse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On discute avec eux depuis 6 mois maintenant et on essaie de les amener à réfléchir de manière centrée sur l'usager. Qu'est-ce que j'amène à l'usager quand il est dans la rue? Avec son smartphone, qu'est-ce que je lui amène? Cette info-là, elle est où? Comment je l'amène là? Comment je la qualifie? Et comment j'en fais un vrai outil de développement local pour l'économie locale, pour le territoire, etc. Donc,
Nous, en même temps, on est des développeurs de solutions. En même temps, on prend un peu de hauteur pour réfléchir sur en fait, ça rime à quoi le numérique aujourd'hui dans nos vies? Il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Et nous, on est persuadés que c'est en construisant une solution qu'on va pouvoir changer les choses. Elle n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite, mais elle va évoluer et elle aura de plus en plus d'impact économique. Et donc, nos investisseurs s'y reconnaissent. Hein, ils ont compris que ça prenait du temps, mais qu'une fois qu'on y est, eh ben, ça peut être très intéressant pour eux aussi. Donc, voilà. Sébastien, si tu me permets, encore une fois, désolé si la question avait été posée ou si même tu en avais parlé parce que je suis arrivé en retard. Mais j'aimerais bien savoir à quel moment tu t'es dit, ou toi ou ton équipe vous êtes dit, pour faire ce use case et ce business proposal, j'ai besoin de la blockchain. En gros, quel est vraiment le trigger pour toi? En fait, on s'est posé la question. Hein, comment on savait qu'il fallait un outil de fidélité. Tu as raison, c'est une bonne question. Je n'avais pas répondu avant. On savait qu'il fallait un outil de fidélité et on savait qu'il y aurait des transactions qu'il allait falloir inscrire avec un système de wallet. Hein, donc, on s'est assez naturellement dirigé. Alors, pour tout vous dire, mon partenaire Benoît, il est assez geek, c'est-à-dire qu'il est assez féru d'innovation. Et lui, il cherche, c'est un vrai chercheur, il est tout le temps en train d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est lui qui connaît bien le Melkinson sur Tezos. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Lui, c'est plus son milieu. Et on en a parlé ensemble, hein, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à prendre notre temps et ensuite amener cette brique-là plus tard? Sauf qu'on est un peu des fous. Et on pense que cette innovation, elle est encore jeune et il faut l'amener à une maturité. Et si on n'investit pas du développement dès aujourd'hui, on prend du retard. Et moi, je suis fondamentalement persuadé que la décentralisation de la validation de transactions, c'est l'avenir pour beaucoup de choses. Et que ça a du sens dans notre projet, parce que c'est un projet éthique, sociétal, et la blockchain a son rôle à jouer là-dedans. Je suis un peu moins branché métaverse, NFT. Là, je regarde de loin en me disant, bon, ce n'est pas tout à fait mon projet à moi de vie et de valorisation de vie locale, hein, forcément, mais on est très ouvert sur la manière dont finalement ces deux mondes peuvent se valoriser en fait. Moi, je vois, j'ai des... Ça va être intéressant, effectivement. Ouais, c'est intéressant de voir à quel niveau ça va se rencontrer, parce que ça va se rencontrer, et ça se rencontre déjà. Hein. On voit bien les grandes marques qui achètent des terrains, tout ça. Et nous, on parle au commerce local qui est déjà très loin. Ils n'ont même pas tous une adresse mail. Hein. Donc, on est quand même dans un domaine un peu plus lent. Mais en même temps, moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants hein, qui ont la plus âgée à 20 ans, le plus jeune à 10 ans. Je les vois évoluer dans ce monde-là, dans lequel le monde numérique est un vrai prisme de relations réelles. Et je me dis, qu'est-ce qu'on construit finalement? Qu'est-ce qu'on met en place au-delà de la technologie, pour la technologie qui est toujours passionnante? C'est très bien, on est tous des passionnés de technologie. Qu'est-ce que ça amène finalement? Qu'est-ce que ça peut amener? Ça amène toujours du bon ou du mauvais, hein, toujours. Mais comment nous, on peut influencer dans nos vies pour que finalement, ça devienne des outils de bien-être, de vivre ensemble, de mieux vivre. Comment on peut sortir de l'influence politique des GAFA, des réseaux sociaux, comment on peut... Et tout ça, ça se régule, ça se travaille. Et nous, on s'est dit à un moment, si on n'est pas dans ces technologies-là, on va les regarder passer à côté de nous et je pense qu'on va manquer quelque chose. Même si tout n'est pas évident, et ce n'est pas une obligation du tout d'être dans la blockchain aujourd'hui, tu as raison, hein, c'est pas du tout un... On aurait très bien pu faire sans, avoir un serveur, valider des transactions, etc. Ce n'est pas forcément la solution la plus facile. Ce n'est même pas du tout la solution la plus facile parce qu'il faut tout inventer. Il faut, mais en même temps, nous, on est persuadés que c'est l'avenir. Donc, l'avenir, ce n'est pas la facilité. Hein. La facilité, c'est faire comme avant. Et faire comme avant, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Enfin, moi, je suis ni passéiste ni futuriste, mais je pense qu'il faut... on est entre les deux et c'est en faisant que les choses vont s'équilibrer. Donc, autant être un acteur de ce monde-là plutôt que d'être passif. Voilà. Donc, on s'est dit, je ne sais plus exactement quand on s'est dit que non, mais on est fou, on y va. De toute façon, on est fou depuis le début parce que quand vous allez voir des investisseurs que vous leur dites bonjour, on a un super projet, on va bosser avec les collectivités et les commerçants, ils vous regardent avec des yeux comme ça en disant mais vous êtes juste malade, c'est pas possible, personne n'arrive à faire de l'argent dans ce modèle-là. Eh bien, on en a quand même trouvé. On en a trouvé et là, on refait une deuxième levée et on est en train de relever à peu près 500 000 euros avec des gens qui y croient. Parce qu'on est à un endroit. Et à un moment donné, votre propre token, ça sera alors, on a parlé au groupe Casino avec Luc, on a eu quelques réunions avec eux
pour voir comment à un moment on peut aussi, pourquoi pas, aller vers ce niveau ce niveau-là de réflexion, de dire une fois qu'on a une crypto, c'est une monnaie d'échange. La nôtre, la propre, pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, on va voir où ça nous amène avec Tezos dans les mois qui viennent. Voilà. Et on a encore beaucoup de choses à mettre en place. Hein. Parce que là Ce serait bien, concrètement, déjà. chaque écosystème de ville est indépendant et souhaite garder cette autonomie ou Non, ils s'en fichent en fait. Techniquement, en fait, pour tout vous dire, nous, on a une seule base de données pour toutes les villes, en fait, quelle qu'elle soit. Après, nous, à l'intérieur de cette base, on va diviser, mais ils s'en fichent. Ça les intéresse pas plus que ça. Tant qu'il y a l'étiquette dessus avec le nom de leur ville, derrière, c'est pas eux qui mettent ni des obstacles, ni des incitations à utiliser les technologies. Hein. Quand je suis allé voir la métropole d'Aix-Marseille, donc il y a quelques temps, ils m'ont dit nous aussi, on est dans la blockchain, on est à fond, alors que ils font du hyperledger, enfin, ils sont dans un truc, ils ne font pas vraiment de la blockchain pure et dure, mais ils disent si, on le fait, on nous a demandé ça, on a investi quelques centaines de milliers d'euros dans quelques développements, on est content, et c'est de l'argent public, tout le monde s'en fout. Ce n'est pas des exemples à suivre au niveau innovation et développement, les collectivités. Elles vont suivre ce qui va se faire, parce que de temps en temps, il y a un coup de pied mis par le gouvernement dans un sens ou l'autre. Moi, je crois beaucoup plus au schéma recherche universitaire et aux grandes écoles qui font avancer les choses, comme ce qu'on fait aujourd'hui en partie. Hein. Ça fait partie pour moi de cette posture-là au niveau technologie. Et je crois beaucoup plus aux cas concrets, aux cas d'usage qui vont permettre de dire regardez, en fait, là, ça fonctionne. On a quelque chose qui fonctionne, qui est stable et qui permet et qui a un impact. Et l'analyse de l'impact fera qu'on va avancer jusqu'à la prochaine étape. Et il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui grandissent sur la blockchain. Il y a notre ami avec Electis, là, j'ai oublié son nom, qui est sur Tezos aussi, qui fait des systèmes de votation, comme disent nos amis suisses. C'est très bien, c'est presque un peu tôt, mais en même temps, si on ne lance pas des outils comme ça aujourd'hui, on ne fera pas avancer le public. Voilà. Donc nous, on est persuadés que même si on a pu en avance, il faut y aller. Et il faut y aller ensemble. Et je pense que vous êtes d'accord là-dessus, parce que sinon vous ne seriez pas là en train de discuter. On est complètement d'accord là-dessus, voilà, et c'est passionnant. C'est un sujet passionnant. Je pense qu'on peut en parler des heures. Je suis désolé. C'est ça. Peut-être une dernière question pour ensuite, si tu veux conclure, peut-être Sébastien. Je ne sais pas, Nicolas, ou bien peut-être Mathis ou Maximilien sont arrivés aussi, peut-être un peu. Juste une petite question, c'est parce que dans la business stratégie, il y a des acteurs publics qu'il est choisi des points, système de points, plutôt que des tokens. L'interdiction vient de là, en fait. En fait, on est dans un domaine un peu flou qui est celui des monnaies locales, qui sont en France, en tout cas, ça existe la monnaie locale, mais ça doit être dans un cadre associatif. Ça peut s'échanger qu'entre adhérents et la monnaie doit avoir une valeur 1 euro égale à une unité. Légalement, c'est très compliqué parce que la collectivité n'est pas censée porter ce genre de projet. En fait, la collectivité ne peut pas devenir quelqu'un qui va gérer une monnaie. Vu que c'est un actif digital, ça peut être. Oui, bien sûr, et ça, c'est encore flou. Et sachant que, comme je disais, on est dans un monde où l'innovation, elle fait un peu peur. C'est très compliqué d'arriver avec des termes comme ça en disant regardez, on vous propose ça. Si ça s'est fait nulle part ailleurs, ils diront non, ils vont freiner. Donc, nous, on préfère arriver, effectivement, mais on préfère arriver d'abord en disant regardez, c'est un système de points, un tampon, c'est tout ça. Un programme de fidélité innovant avec un fidélité innovant, dématérialisé. Et ensuite, notre idée, et Stephen, tu as complètement raison, l'idée, c'est pas d'en rester là, en fait. On a aussi la validation des bons d'achat et des chèques cadeaux qui sont offerts souvent subventionnés par la collectivité. Par exemple, sur Marseille, ils ont à peu près 800 000 euros de chèques cadeaux qui sont subventionnés par la CCI. Nous, notre idée, c'est une des étapes, c'est de dématérialiser tout ça et aussi de l'inscrire dans la blockchain, de pouvoir valider des chèques cadeaux. Et là, du coup, on a une valeur sonnante et trébuchante pour les commerçants. Donc, les mairies sont interdites par la loi de gérer ce genre de choses, donc ça retombe sur les chambres consulaires. Donc mais où est-ce que l'argent il va être stocké? Enfin, il y a des questions. Quand on parle d'argent public, en fait, il y a des règles qui sont beaucoup plus contraignantes que dans le monde de l'entreprise ou le monde privé. Parce qu'il faut pouvoir tout mesurer, tout gérer. On peut pas, une collectivité ne peut pas dire tiens, on va voter 100 000 euros qu'on va mettre sur un compte et puis ça servira
ça servira à des trucs. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça. Faut qu'il y ait un... Donc, on y va à petits pas. On y va à petits pas. Donc l'histoire du projet s'inscrit en même temps dans le cadre de l'histoire de la législation par rapport à tous ces Oui. actifs Oui, numériques. c'est C'est ça. fascinant. Ouais. Ah ouais, et nous, on a dans notre business plan, on a quelques dizaines de milliers d'euros réservés pour les avocats. Parce qu'en fait, on est obligé, et sachant que la loi, souvent, elle vient valider l'usage et pas l'inverse. Donc, on lance des usages et on voit comment ça se passe. Si ça bloque, on débloque et on essaie d'avancer comme ça. C'est aussi pour ça qu'on discute avec le groupe Casino et Lug et tout ça, parce que eux, ils avancent aussi sur ce sujet-là à leur niveau. Ouais. Et je pense qu'à un moment, on va tous se retrouver et ça va petit à petit se stabiliser. Hein, mais c'est ça le défaut d'être un peu trop en avance parfois sur ces réflexions-là. En même temps, c'est aussi une sécurité. Moi, j'estime qu'en France, moi, je suis heureux de savoir que l'argent public, c'est quand même un petit peu maîtrisé, un petit peu. Hein, bon, des fois, il y a des exceptions, mais globalement, je préfère que ce soit un peu trop compliqué de l'utiliser que l'inverse, parce que les abus, il y en a vite, et il peut y en avoir partout. Et les cryptos, ça peut être un lieu un peu de cow-boy. Voilà. Évitons, parce que le retour de bâton serait énorme. Si on commence à avoir des scandales sur la crypto qui est utilisée dans le cadre du bien commun, du domaine public, là, on prend 10 ans de développement, on prend 10 ans d'arrêt légal de développement. Donc, il vaut mieux aller petit à petit, mettre en place des choses et voir un peu comment ça fonctionne pour ne pas faire d'erreur. Enfin, en tout cas, c'est notre vision. Merci beaucoup. Merci de la question. Magnifique vision. Merci beaucoup, Sébastien, pour ta présentation. Et puis, toutes tes réponses à nos questions. Et c'était un très bel échange. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, juste pour ceux qui peut-être ne savent pas encore, on a une table ronde. La prochaine table ronde, ce sera le 12 mai. Ce sera sur les NFT, notamment la valeur économique et légale des NFT, entre autres. C'est une des questions. Il y aura 3 grandes questions. Mais une table ronde avec plusieurs acteurs. Il y aura le COO de Exclusible, le COO de The Sandbox. Il y aura Madame PwC avec un avocat de PwC qui nous rejoindra également. Et puis une Layer One, pour ne pas la nommer, une des plus grosses. Dans tous les cas, une des plus grosses. Et puis voilà, donc ça sera le 12 mai à 18h. Et évidemment, je serai ravi de vous retrouver tous. Donc, encore merci Sébastien. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bonne soirée, merci. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye bye.